Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier agro-webinaire de la saison, puisque on passera après à la saison 11 à partir du mois de janvier. Et aujourd'hui, nous allons parler de sobriété dans les usages de l'eau. Et donc, le webinaire est intitulé Progresser vers l'efficience pour un usage sobre de l'eau en agriculture. Pour ce webinaire, ce sera Mathieu Hirschi de l'ACTAC qui animera ce webinaire et donc je laisserai présenter les intervenants. Alors pour l'instant, on a une intervenante qui n'est pas arrivée, c'est un peu le stress dans le studio, si on peut dire, et on espère qu'elle va arriver. Bon, cela dit, on a son diaporama, donc on va gérer. Voilà, je vais laisser la parole à Mathieu pour, comme d'habitude, ne pas perdre de temps pour que nous restions bien dans l'heure qui est prévue sur ce webinaire. Bon webinaire à tous. Mathieu. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite également la bienvenue pour ce dernier agro-webinaire qui est cette fois organisé par la cellule RIT, donc cellule Recherche Innovation Transfert, en partenariat avec le RMT Climat. Donc aujourd'hui, comme Philippe le disait, nous allons nous intéresser à l'usage de l'eau en agriculture et on va questionner la manière dont il est possible de tendre vers un usage plus sobre de cette ressource à l'échelle de l'exploitation. Donc, je ne vais pas vous l'apprendre, mais je vais quand même le rappeler tout de même. Vous le savez, donc dans le contexte de changement climatique actuel, le secteur agricole est confronté à une variabilité importante de la disponibilité de la ressource en eau, qui coïncide assez souvent maintenant avec une augmentation de la fréquence à laquelle ces épisodes climatiques extrêmes surviennent. Donc, les risques de conflit d'usage entre l'ensemble des usages de cette ressource sont d'autant plus exacerbés lorsque celle-ci se fait rare, cette ressource en eau. Ce qui nous amène, en tout cas en tant qu'utilisateurs et en particulier le secteur agricole, à renforcer notre exigence d'un usage qui soit sobre de cette ressource. Donc, lors de ce webinaire, nous allons accueillir 3 intervenantes que je remercie également pour leur participation. Donc, pour l'instant, il n'y a que Sophie qui est présente. Donc, on va débuter par Sophie Chambre, qui est ingénieure et responsable du pôle agronomie d'Arvalis, qui va nous recontextualiser des enjeux d'amélioration de l'efficience en eau aux différentes échelles d'action que sont les plantes et parcelles d'exploitation. Ensuite, Claire Wittling, donc, qui est ingénieure de recherche à INRAE au sein de l'UMR Géo, qui apportera une illustration des différents leviers d'action et d'itinéraires techniques qui contribuent à améliorer l'efficience de l'eau sur la base d'expérimentations menées en lien avec les pratiques d'irrigation. Donc, Claire n'étant pas encore présente, on espère tous qu'elle se connectera rapidement. Et enfin, l'intervention de Nathalie Ladvé, qui est enseignante en agronomie et production végétale au lycée professionnel de Lavore-Flamarens, qui exposera la manière dont la diversité des activités pédagogiques qui sont menées au sein du lycée et de son exploitation contribue à sensibiliser et à mettre en œuvre une gestion durable et sobre de la ressource en eau. Donc cette intervention sera une captation vidéo, Nathalie n'ayant pas pu nous rejoindre pour ce créneau. Et donc, sans plus tarder, je laisse la main à Sophie pour la première intervention. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Je vais essayer de partager mon écran. Ça a fonctionné tout à l'heure, donc ça devrait fonctionner. J'arrive en mode diaporama. Est-ce que c'est bon? Très bien, impeccable. Super. Alors, merci de m'avoir invité à ce webinaire. Moi, j'ai la tâche d'introduire le sujet et notamment de discuter sur ce qu'on appelle voilà, les questions d'efficience et de sobriété de l'eau en agriculture. Je voulais commencer déjà par redéfinir ce qu'on appelle la gestion de l'eau et où est-ce qu'on travaille sur le cycle de l'eau à l'échelle. Alors, moi, essentiellement, je travaille à l'échelle d'une parcelle agricole. Donc là, c'est un schéma très, très simple d'une parcelle agricole. Vous avez le sol, vous avez l'atmosphère, vous avez la plante. Et en fait, quand on veut jouer sur le cycle de l'eau, on a plusieurs manières de jouer dessus. Donc, donc ça, on en est tributaire, hein, on est dépendant, les précipitations. Par contre, on a, et c'est ce dont on va parler pas mal dans ce webinaire, notamment Claire va notamment discuter de ce levier-là, hein, qui est le levier irrigation. On a aussi la question, alors on le met, c'est plus la question de trop d'eau que pas assez, mais une capacité à gérer la gestion du drainage sur les parcelles agricoles. On peut jouer aussi en essayant de réduire ce ruissellement, en améliorant l'infiltration de l'eau dans le sol, en réduisant la percolation, donc la perte d'eau à travers le sol, en réduisant l'évaporation ou en réduisant la transpiration de la plante. On peut également jouer en améliorant l'absorption de l'eau par la plante. Et en fait, tout ce compartiment sol, là que vous voyez, souvent on le définit
par une grandeur qu'on appelle aujourd'hui réservoir utilisable. Donc, le réservoir utilisable, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'eau que la plante peut capter dans le sol pour pousser. Voilà. Et donc, l'idée aujourd'hui de parler de gestion d'eau à l'échelle d'une parcelle agricole et des leviers, c'est sur tous ces flux qu'aujourd'hui, on essaie de travailler. Alors, la gestion de l'eau en agriculture, on aura deux leviers. Aujourd'hui, on se concentre sur le levier d'amélioration de l'efficience de l'eau, hein. Donc, efficience de l'eau, on peut l'entendre, c'est produire plus avec autant d'eau ou produire autant avec moins d'eau. Il y a un autre levier dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui existe, c'est la question de la disponibilité en eau. Donc, c'est tout ce qui est volet stockage de l'eau, réutilisation des eaux usées traitées notamment, mais pas que. Alors, qu'est-ce qu'on appelle efficience? Alors, j'ai mis une définition très, très générale sur la question de l'efficience. Donc, l'efficience, c'est le nombre de kilogrammes produits par millimètre d'eau. Alors, efficience, c'est assez large. On peut parler d'efficience de l'eau d'irrigation. Donc, c'est notamment Claire qui va rentrer dans le détail de ce qu'on appelle efficience de l'eau d'irrigation. Donc, quelles sont les principales pertes en termes d'eau? Enfin, on verra, je mets pertes entre guillemets. On peut parler d'efficience de l'eau de pluie et on peut parler aussi d'efficience de l'eau totale. Donc, c'est différentes notions qui nous intéressent. On peut parler d'efficience de l'eau à la parcelle. On peut parler d'efficience de l'eau à l'échelle d'un réseau d'irrigation. On peut parler d'efficience de l'eau à l'échelle d'un matériel. Donc, il y a vraiment différents types d'efficience. L'idée, c'est toujours la même chose, c'est combien d'eau j'ai dû prélever pour réussir à produire mes kilos de matière. Et pourquoi on parle d'efficience et pas d'économie d'eau? Tout simplement, c'est lié à nous, enfin, l'irrigation et l'agriculture, hein, vous savez bien, est très liée à la variabilité climatique. Et donc, c'est extrêmement compliqué si on nous dit ben, comment on fait pour utiliser 2 fois moins d'eau que l'an dernier. Bah, tout va dépendre de la demande climatique. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de parler en termes d'économie d'eau. Et donc, on préfère parler en termes d'efficience sur ces notions-là. Alors ensuite, je voulais vous mettre, pour introduire le propos de Claire, un ordre de grandeur de ce qu'est l'irrigation en France pour vous repositionner. Donc, c'est les chiffres hein, du RGA 2020. Donc, c'est une comparaison entre les chiffres du RGA 2010 et du RGA 2020. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, il y a environ 6,8% de la SAU qui est irriguée, qui a été irriguée en 2020. On a une augmentation des superficies irriguées entre 2010 et 2020, voilà, plus 23%. Néanmoins, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, c'est plus de 90% de la SAU française qui n'est pas irriguée. Et en termes de nombre d'exploitations équipées, on a une réduction des exploitations non équipées. Donc, on a plus d'exploitations qu'en 2010 qui sont équipées. C'est environ, voilà, c'est 18% des exploitations, retenez, environ 20% des exploitations qui sont équipées en termes d'irrigation. Et alors, je pense que Claire en dira un mot, ça fait partie des leviers. Donc, cette représentation, elle est issue d'une communication INRAE d'Alice Scotti pour montrer qu'entre 2000 et 2020, on a une forte diversification des cultures irriguées en France. Donc, pour vous donner un exemple, là, en orange, c'est le maïs grain. Et pour vous montrer qu'en 2000, il représentait la moitié des surfaces irriguées, il n'en représente plus qu'un tiers en 2020. Voilà, et donc ça fait partie des leviers de gestion de l'eau. Si sans plus attendre, je vais laisser la parole à Claire si elle est arrivée. Donc, excusez-moi encore pour mon retard. Je suis là avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'efficience de l'irrigation et plus précisément, quelle marge de manœuvre pour des économies d'eau. Donc, je vais aborder 3 points. Qu'est-ce que l'efficience de l'eau d'irrigation, même si Sophie en a déjà bien parlé. Ensuite, comment améliorer cette efficience pour économiser de l'eau et quelles économies d'eau peut-on attendre en irrigation? Donc, pour parler de l'efficience, il faut se rappeler du cheminement de l'eau d'irrigation qui est représenté ici à droite sur la diapo. Donc, l'eau d'irrigation représentée en bleu, l'eau de pluie en vert. Donc, en haut, on voit le volume d'eau qui rentre dans la parcelle, qui ensuite est appliqué, c'est-à-dire qui sort du matériel d'irrigation.
puis qui atteint le sol, puis qui est retenu dans la zone racinaire, qui est évapotranspiré, qui est réellement absorbé et transpiré par la culture et donc qui participe à l'élaboration du rendement. Claire, Et excuse-moi, je vais devoir t'interrompre. On ne voit pas les diapos qui défilent. On est toujours sur le titre. Ah, mince. Euh, Alors, clique sur la diapo et avec ta souris. Des fois, ouais, c'est ce que je fais. Là, ça défile pas chez vous, c'est ça? Ah Oui, Non, ouais, ok. Alors, si on je voit. fais ça, oui, et c'est là, bon. voilà, C'est Voilà. bon. en fait, c'est ça, il faut que je sois sur cet écran-là. Donc voilà, je parlais de ce schéma qui est sur la droite où on voit les volumes d'eau d'irrigation en bleu qui deviennent de plus en plus petits entre l'eau à l'entrée de la parcelle et le volume d'eau qui est transpiré par la culture et qui participe au rendement. Et donc, quand on définit l'efficience globale d'irrigation à la parcelle, c'est le rapport entre les deux volumes d'eau qui sont en orange, le volume d'eau transpiré par la culture divisé par le volume d'eau en entrée de parcelle. Et on définit également la productivité de l'eau d'irrigation, qui est la flèche marron ici, qui est donc le supplément de rendement permis par l'irrigation rapporté au volume d'eau d'irrigation en entrée de parcelle. Et donc, améliorer l'efficience, en fait, ça veut dire réduire les pertes d'eau d'irrigation qui sont représentées sur la droite du schéma, les pertes qui ont lieu entre chaque étape, c'est-à-dire les fuites dans les équipements, l'évaporation des rives en aspersion, le ruissellement et le drainage profond, l'eau qui reste dans la zone racinaire après la récolte et l'évaporation du sol. Et améliorer l'efficience, réduire ces pertes, ça veut dire économiser de l'eau. Donc, comment économiser de l'eau d'irrigation? Il y a 3 types de leviers, les leviers agronomiques, technologiques et le pilotage de l'irrigation. Je vais citer quelques exemples. Comme levier agronomique, on a le choix des espèces et variétés. Donc ici, vous avez représenté le besoin annuel en eau d'irrigation dans un secteur du Gard pour diverses cultures. Et on voit tout de suite qu'il y a des cultures qui ont des besoins plus élevés en eau d'irrigation, comme le kiwi, la luzerne, la pêche, la pomme. On remarque aussi que les variétés précoces sont moins consommatrices en eau. Donc, ici, ce qu'on essaye de faire, c'est pas d'améliorer l'efficience, parce que vous voyez, ce sur quoi on agit sur le schéma à droite, c'est sur le besoin en eau de la culture. Donc, on est dans la cascade de l'efficience, on n'est pas sur les pertes. Donc, on n'agit pas sur l'efficience, mais tout simplement sur le besoin en eau des cultures. Un autre levier agronomique, c'est la stratégie d'esquive qui consiste à décaler les stades phénologiques de la culture les plus sensibles au stress hydrique pour réduire la vulnérabilité au manque d'eau l'été. Et ici, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre les besoins en eau élevés de la culture en dehors de la période de sécheresse. Donc, encore une fois, ici, on n'agit pas sur les pertes, on n'agit pas sur l'efficience, mais sur les besoins en eau de la culture. Comme levier agronomique aussi, on a la gestion du sol qui est importante dans l'efficience de l'irrigation. Je vous ai mis ici un exemple de gestion du sol qui est l'agriculture de conservation des sols, donc qui est basée sur le non-travail du sol, le couvert permanent du sol et la rotation des cultures. Et ici, vous voyez une photo de la surface du sol, à gauche en agriculture de conservation et à droite en agriculture conventionnelle. Et on voit donc une rugosité et une sinuosité plus importante de la surface du sol, ce qui permet à l'eau d'avoir plus de temps pour s'infiltrer. Et donc là, on réduit les pertes par ruissellement. On diminue sa battance et donc on augmente encore l'infiltration et on diminue le ruissellement. Toujours en agriculture de conservation des sols, comme je le disais, on a un sol qui est couvert en permanence. Donc ici, vous voyez le rôle des résidus de culture laissés à la surface du sol sur l'évaporation. Et on voit que quand il n'y a pas ces résidus de culture, on a plus d'évaporation que quand on a les résidus de culture qui font un effet mulch. Donc là, on agit sur le levier réduction de l'évaporation du sol et donc on améliore aussi l'efficience
et on réduit les pertes, on économise de l'eau. Ensuite, le deuxième type de levier, après les leviers agronomiques, ce sont les leviers technologiques qui concernent les équipements d'irrigation. D'abord, il est important d'avoir une bonne uniformité de distribution de l'eau pour diminuer les zones sous-irriguées et les zones sur-irriguées. Et comme on diminue la surirrigation, on diminue les pertes par ruissellement et drainage. Un autre point important aussi, c'est la période d'application, les horaires où on va irriguer en aspersion. Et on conseille d'éviter la plage horaire 11h, 15h, et donc de diminuer les pertes par évaporation directe en aspersion. Le troisième type de levier pour économiser l'eau d'irrigation, c'est le pilotage de l'irrigation. Donc ici, vous avez un exemple du CTIFL sur l'irrigation de la courgette de plein champ, qui est piloté en rouge selon l'évapotranspiration maximale et en bleu avec des tensiomètres. Et on voit que pour les 2 années étudiées, on a consommé moins d'eau avec le pilotage par tensiomètre. Et ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on diminue les pertes par drainage profond qui ont dû avoir lieu par le pilotage à l'ETM. Donc, à quelles économies d'eau on peut prétendre en irrigation? Pour ce qui est des premiers leviers, les leviers agronomiques, le point le plus important à retenir, c'est qu'on a encore très peu de références sur les économies d'eau réalisées à l'aide de ces leviers. Le projet Bagage, dans ce projet qui a eu lieu dans le sud-ouest sur l'agriculture de conservation, il a été noté que les exploitants en agriculture de conservation irriguent de la même manière que quand ils étaient en conventionnel. Ça veut dire qu'ils ne savent pas encore tirer avantage des nouvelles propriétés de leur sol et que donc on a besoin d'acquérir encore des références sur ces besoins. Donc, c'est ce à quoi on travaille en particulier dans notre unité de recherche AGO, à l'aide de divers projets que j'ai listés là et que vous pourrez consulter si vous le souhaitez sur Internet. Pour ce qui est des leviers technologiques, quelles économies d'eau on peut réaliser quand on change de système et qu'on adopte un système d'irrigation plus efficient? Là, vous avez un référentiel qui avait été établi en 2017 pour une étude qu'on avait conduite pour le ministère de l'Agriculture. Et donc, vous voyez les économies d'eau potentielles réalisables quand on passe d'un ancien système qui est dans la colonne de gauche vers un nouveau système qui est sur la ligne en haut. Une petite remarque sur l'impact du déficit hydrique sur les économies d'eau. Donc ici, on avait collecté une centaine de références sur des économies d'eau observées par un changement de système d'irrigation, quand on passait d'un système d'aspersion vers un système localisé pour diverses cultures. Donc déjà, on voit que les économies d'eau qui sont en ordonnée ici sont très variables. Elles varient de 0 à plus de 70%. Donc déjà, on ne peut pas généraliser une économie d'eau réalisable. Et là, ces économies d'eau par un changement de système sont représentées en fonction du déficit hydrique de l'année. Donc, plus on va vers la droite, plus on a une année sèche. Et on observe donc une nette tendance des économies d'eau à décroître quand on va vers les années sèches. Et à droite, vous avez le graphique des mêmes économies d'eau réalisées, mais cette fois par l'adoption d'un pilotage d'un système de pilotage de l'irrigation. Et déjà, vous voyez qu'on n'a pas de référence encore sur des années très sèches à droite, mais par contre, pour des années moyennes, on n'a pas cette tendance à la baisse des économies d'eau quand le degré de sécheresse de l'année augmente. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que dans le contexte du changement climatique actuel, on a un meilleur potentiel d'économie d'eau avec l'adoption d'outils de pilotage de l'irrigation, plutôt que seulement avec un changement de technologie d'application de l'eau. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Ce qu'il faut retenir de tout ça, donc je le redis, c'est qu'améliorer l'efficience, c'est réduire les pertes en eau d'irrigation pour réaliser des économies d'eau. Comment on améliore l'efficience à la parcelle? C'est d'abord par les pratiques culturales qui permettent de mieux valoriser l'eau de pluie
et ensuite l'eau d'irrigation si c'est nécessaire. Mais on a encore peu de références sur ces économies d'eau réalisées par des pratiques culturales. Une fois qu'on a fait ça, on peut encore améliorer l'efficience par la modernisation des systèmes d'irrigation et le pilotage de l'irrigation. Pour la modernisation des systèmes d'irrigation, il y a déjà beaucoup de progrès qui ont été réalisés. Et je le répète, il y a peu de potentiel d'économie d'eau en année très sèche. Par contre, le pilotage de l'irrigation est encore relativement peu pratiqué. Donc, il y a encore de grandes marges de progrès et le pilotage de l'irrigation présente un potentiel plus élevé d'économie d'eau en année sèche. Donc, pour favoriser les économies d'eau, c'est bien d'inciter les investissements en matériel économe en eau, mais c'est important aussi d'améliorer les pratiques d'irrigation dans le pilotage de l'irrigation. Et en petite remarque pour terminer, attention, les économies d'eau réalisées à la parcelle n'impliquent pas nécessairement des économies d'eau à l'échelle d'un territoire. Je vous remercie pour votre attention. Merci Claire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet QR. Donc on va passer à notre troisième intervenant, donc qui malheureusement ne pouvait pas se libérer sur notre créneau horaire. Donc ça va être une rediffusion vidéo de l'enregistrement de son intervention qu'on a réalisé. Donc on vous prie de vous excuser par avance, la qualité est un peu dégradée, on a rencontré quelques difficultés techniques, donc ne vous inquiétez pas, le fait que l'image soit un peu figée au début et qu'il y aura un moment une petite courte interruption avec un écran noir, ça vient pas de votre écran, ça vient de l'enregistrement, donc voilà, restez bien connectés. Bonjour à tous, donc Nathalie Latché. Donc je vais vous présenter ce que l'on fait sur l'établissement de la VOR, dans l'EPL du Tarn. Donc déjà, nous travaillons en étroite collaboration avec la PFT, la plateforme technologique de l'eau qui est basée à Albi-Pont-Labour, sur une thématique qui est la semaine de l'eau, qui a eu lieu chaque année, et une année sur deux, cette semaine a lieu à la VOR. Et nos élèves participent activement dans cette semaine à plusieurs niveaux. Ils participent déjà à une journée d'animation en accueillant des élèves des écoles primaires des communes aux alentours pour une journée d'atelier sur la sensibilisation, sur la qualité de l'eau. Donc au niveau de cette journée, les élèves les accueillent et animent des ateliers. Ce sont nos élèves de Bac Pro CGEA, mais aussi des élèves de BTS qui participent à éveiller, leur souhait, c'est d'éveiller les écoles primaires à davantage de prise de conscience sur la gestion de l'eau au niveau quantitatif dans leur quotidien, mais aussi comment l'eau est utilisée dans l'agriculture et dans l'élevage. Cette semaine de l'eau a aussi un point d'orgue important qui est le jeudi, avec une journée technique en lien avec l'agriculture. Donc là, les élèves de Bac Pro, de BTS travaillent avec des intervenants, qu'ils soient techniciens, chercheurs, pour donc trouver ensemble des pratiques, des techniques pour mieux préserver la ressource en eau. Donc tous les 2 ans, cette journée, elle change de thématique. Et pour l'année prochaine, 2024, la semaine de l'eau aura lieu à la VOR, du 25 mars au 29 mars. Et la journée technique sera l'eau et le carbone. Voilà. Donc, c'est une semaine de l'eau qui est très riche, où nos élèves participent. Mais aussi, on poursuit tout au long de l'année, des 2 années de Bac Pro, sur des travaux pratiques sur l'exploitation du lycée. Donc, il faut savoir qu'on a une exploitation polyculture élevage avec des blondes d'aquitaine et des grandes cultures. On a aussi un petit atelier au vin pour la manipulation des animaux, plus facile que des bovins.
et nous avons aussi de l'apiculture. Donc, à ce titre-là, bon, l'exploitation elle est classée zone vulnérable. Donc, les élèves participent aux choix techniques qui sont réalisés par l'équipe de l'exploitation en lien avec la pédagogie. Et tous les 2 ans, 3 ans, ça dépend, nous menons un travail sur les couverts végétaux d'été, puisque les couverts végétaux d'hiver sont principalement, sont uniquement des métayes qui sont récoltés pour les besoins du troupeau. Voilà, donc finalement, ce ne sont pas vraiment des couverts, hein, c'est des cultures qui sont exportées. Il y a juste les résidus qui reviennent au sol. Donc, on a sur l'exploitation une problématique de taux de matière organique, puisque nous sommes dans des sols sablo-limoneux ou limoneux-sableux dans les parcelles, avec de l'irrigation, des températures assez importantes, chaudes. Donc, ça minéralise et voilà, on a un taux de matière organique assez faible, inférieur à 2%. Donc, les couverts végétaux d'été serait donc une opportunité pour améliorer, la matière organique. Donc, depuis quelques années, on mène une expérimentation avec les BTS en collaboration avec nos bacs pro, les bacs pro CGEA, sur la mise en place de parcelles d'expérimentation de couverts végétaux. Donc, les BTS choisissent les espèces, réalisent un plan d'expérimentation pour pouvoir ensuite exploiter les résultats avec des statistiques. Et les bacs pro font la mise en place, les bacs pro CGEA, ils font la mise en place, le suivi, l'observation, les pesées de biomasse, et puis ensuite, donc, il y a un travail de restitution de la part des BTS et des bacs pro sur l'intérêt des couverts. Alors, il s'avère que ce n'est pas très concluant parce que, à part le sorgho fourragé, on n'a pas trouvé d'espèces végétales de couverts qui poussent bien l'été, sans eau, pas trop excessif au niveau de prix de semences. Mais bon, là, ce n'est pas le débat aujourd'hui, mais voilà, les élèves voilà, réfléchissent à toutes ces problématiques-là pour donc trouver des couverts végétaux d'été qui pourraient être intéressants pour l'exploitation. Donc par rapport à ça, j'en viens sur ma troisième partie, qui est le suivi tensiométrique des cultures avec l'adaptation de l'irrigation. Donc sur l'exploitation, on fait du maïs, du soja en culture d'été que l'on irrigue. Donc avec la Chambre d'agriculture, depuis un certain nombre d'années, 5 ou 6 ans, on fait partie du réseau irrigation dans lequel des tensiomètres sont installés et ça permet d'adapter l'irrigation. Donc là, les élèves participent en terminale à l'étude des sondes pour voir un peu ce qui a été fait par l'exploitation. Et la chef d'exploitation, la directrice d'exploitation, intervient pour présenter les résultats et le suivi donc, de l'IPK, du maïs ou du soja. Cette expérimentation de tensiomètre, elle est aussi en lien avec la PFT, eau que nous avons dans l'établissement sur Albi, pour mieux quantifier les besoins en eau. Et cette année, nous avions vraiment comme objectif de diminuer les quantités d'eau. De ce fait, nous avons choisi des variétés plus précoces, on a réduit la part de maïs, on a mis plus de sorgho. Voilà, ce sont des adaptations que l'on explique aux élèves pour mieux gérer l'aspect quantitatif. Ensuite, tout au long des 2 années de bac pro, les élèves participent à la gestion des itinéraires techniques, autant donc dans l'observation, dans l'observation des stades, on revient sur la biologie, puisque en bac pro, il est vraiment important d'insister sur l'observation. Les élèves ont tendance à ne plus trop observer pour certains. Ils observent leur téléphone, mais pas assez les plantes.
Donc, il n'y a plus de téléphone. Les téléphones doivent rester dans les sacs. Ils viennent sur le terrain et donc là, ils ouvrent les yeux pour observer, porter un diagnostic, compter. On fait des comptages de densité, des relevés d'adventices. On pose, cette année, on a mis du colza associé. Donc, on pose des cuvettes jaunes, on regarde les ravageurs. Tout ça, ce sont beaucoup de travaux pratiques qui sont menés par les élèves. On sort toutes les semaines, quelle que soit la météo, et on observe dans l'objectif de porter un diagnostic et de voir quels sont les impacts sur les ressources, que ce soit le sol et l'eau, la biodiversité. Donc ça, c'est très important et la réforme du bac pro a bien insisté là-dessus. Elle a fait du bien, la réforme, il y a quelques années, en agronomie notamment, sur tout ce qui est approche des ressources, préservation des ressources. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, nos élèves participent aussi à tout ce qui est conduite stratégique, des phytosanitaires, que ce soit herbicides, insecticides. Sur l'exploitation, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, on est en agriculture de conservation avec 0 glyphosate et on essaye de ne pas utiliser des herbicides racinaires. On limite, donc en blé, on n'utilise pas sur céréales d'hiver et on limite en céréales de culture de printemps. C'est plus difficile, suivant le salissement. Mais tout ça, on l'explique aux élèves avec la directrice d'exploitation dans un esprit, une volonté de préserver la qualité de l'eau et de mieux préserver donc cette ressource par le choix des pratiques. Donc ça amène beaucoup de discussions parce que les élèves, des fois, ils disent ben voilà, c'est sale, il y a beaucoup d'adventices, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas toujours évident, mais on y travaille et il y a quand même un retour très positif déjà de questionnement, donc c'était très positif. Et enfin, l'ensemble de toutes ces activités que l'on peut mener sur l'exploitation en travaux pratiques, mais aussi qu'ils mènent dans leurs stages, parce qu'en bac pro CGEA, il y a beaucoup de stages en exploitation, ça les amène à travailler sur une épreuve technique qui présente à la fin de la terminale, qui compte pour leur bac, qui est une évaluation sur les ressources. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent choisir une ressource pour leur exploitation, soit le sol, l'eau, la biodiversité, et présenter les actions du maître de stage, qu'elles soient positives ou négatives, les actions menées par le maître de stage sur la ressource. Et par rapport à ces actions, ils doivent donc présenter les impacts. Quels sont les impacts de ces pratiques? Et à la suite, ils doivent proposer des pistes d'amélioration pour mieux préserver la ressource. De ce fait, tout ce qui est mené en amont, les activités comme je les ai citées, mais aussi les séances en pluridisciplinarité, puisque j'ai parlé des phytosanitaires, mais aussi on travaille sur la fertilisation, puisqu'on est en zone vulnérable. On fait des pluridisciplinarités avec l'enseignant de zootechnie sur le plan de fumure, sur la gestion de la fertilisation, des amendements. Donc, tout ce que l'on fait, ça va les aider pour mieux appréhender cette évaluation et dans le futur aussi, ça va leur, on espère du moins, ça va les amener à réfléchir sur leurs pratiques et les impacts sur donc, ces ressources et notamment aujourd'hui sur la ressource eau. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Bonjour à tous, donc Nathalie. Merci donc à nos 3 intervenantes. Donc il y a un certain nombre de questions qui sont arrivées dans l'onglet questions-réponses. Alors déjà des petites questions de précision par rapport aux 2 premières interventions. Donc vous avez bien compris que Nathalie ne pourra pas répondre à vos questions. Sophie, quelle était la répartition à l'échelle sur l'ensemble du territoire français des 1,8 million d'hectares irrigués que tu évoquais?
Ouais, là, je vous montre, donc c'est une présentation, c'est toujours issu de la même présentation, donc d'Alice Scotty qui a synthétisé les résultats du RGA 2020. Et vous voyez la répartition des surfaces équipées par département en France. Donc, vous voyez que c'est enfin, vous avez des régions pas mal équipées, hein. Enfin, c'est Nord-France, Grand Ouest, l'Est, l'Alsace, un peu la Bretagne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est partout. Enfin, l'irrigation, on la retrouve un peu partout en France. Et là, c'est la variation de la superficie entre 2010 et 2020. Donc, plus c'est rouge, plus ça a augmenté. Donc, vous voyez que dans la plupart des départements, c'est une augmentation des surfaces irriguées. Et parmi ces surfaces irriguées, en tout cas, exploitations qui irriguent, quel est le pourcentage approximatif de celles qui mobilisent un vrai pilotage de l'irrigation? Alors là, la question est plus complexe parce qu'on n'a pas de chiffres officiels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suivi de qui pilote l'irrigation et de ce qu'on considère comme outil de pilotage. Donc si nous, on a une idée, c'est plutôt du dire d'expert, si on parle d'outils de pilotage, enfin d'outils d'aide à la décision individuelle, parce que je fais la différence entre les outils d'aide à la décision individuelle et les outils collectifs, comme les bulletins à irrigation des chambres d'agriculture, qui sont largement relayés chez les agriculteurs. Donc je tiens à faire la différence. Si on parle outils d'aide à la décision individuelle par les agriculteurs, nous, on avait une estimation qui était plutôt de l'ordre de 15% des agriculteurs qui utilisaient ces outils individuels. Voilà. Hors bulletin d'irrigation. D'accord. Et du coup, il y a une question qui vient d'arriver toujours sur l'irrigation. Justement, est-ce qu'il y a des entreprises, enfin, est-ce qu'il y en a un grand nombre et on va pas forcément toutes les citer, justement, qui proposent des outils de pilotage pour améliorer l'efficience de l'irrigation? Alors, ça peut peut-être être les instituts techniques, j'imagine. Oui, tout à fait. Il y a deux grands types d'outils de pilotage, Claire, pour en dire un mot aussi. Il y a tout ce qui est modèle et tout ce qui est sonde. Et donc, derrière tout ce qui est modèle, on va, enfin, pour citer, je vais forcément citer celui des instituts techniques, qui est l'outil IRELIS, qui est un outil de bilan hydrique. Mais il en existe d'autres. Je peux citer dans les notions de modèle, vous avez IRELIS, il y a NetIrig, qui est un outil des chambres d'agriculture. Et vous avez également le nouvel arrivé qui couple avec les images satellites qui s'appelle WAGO aussi, donc côté modèle. Et ensuite, côté sonde, vous avez des vendeurs de sondes tensiométriques. Alors, je peux citer Challenge Agriculture, je peux citer Winat qui revend aussi et qui développe les outils autour des sondes tensiométriques. Et vous avez aussi tout ce qui est sonde capacitive. Donc, pour pas faire de jaloux, je peux citer Corize, Agralis, et Winat encore, et Sencrop qui développent des outils d'aide à la décision autour de ces sondes. Toujours pour rester là sur ce que tu évoquais avec l'augmentation de la hausse des exploitations qui s'équipaient, est-ce que ça prend bien en compte le renouvellement des matériels, le remplacement de matériel vieillissant? Ouais, alors non, là, c'est les chiffres que je citais, c'est le RGA 2020, donc c'est vraiment à la surface, c'est-à-dire que si c'est renouvelé, si c'est un renouvellement de matériel, ça augmente pas la surface, quoi. Donc c'est vraiment, enfin, le renouvellement de matériel est pas suivi dans le RGA. On n'a aucune idée de la vision du parc matériel français. Ça, par contre, on l'a pas. En restant sur les notions de matériel, il y avait une question pour toi, Claire, sur quelles sondes étaient utilisées dans les expérimentations pour suivre l'état hydrique du sol. Alors, dans les essais que j'ai montrés, là, sur la centaine de références qu'on a collectées, c'était des sondes pour suivre le statut hydrique du sol, donc soit des sondes capacitives, soit des sondes tensiométriques. Et notre étude, d'ailleurs, a montré que quel que soit le type de sonde, on avait la même moyenne d'économie d'eau réalisée, que ça soit tensiomètre ou sonde capacitive. Pour rester sur la notion d'équipement, d'installation de matériel d'irrigation, il y a une question sur quel était l'impact en fait de l'installation de matériel d'irrigation sur les espèces mises en rotation. Donc en fait, à quel niveau ça peut impacter les assemblements prévus, et une autre question parallèle sur l'impact sur les ravageurs.
Oui, donc effectivement, c'est sûr qu'il y a un lien entre système d'irrigation et culture dans la rotation. Déjà, si on a des cultures irriguées, forcément, il faudra il faudra un système d'irrigation. Et puis, il y a des systèmes d'irrigation qui ne conviennent pas à toutes les cultures. Typiquement, le goutte à goutte de surface, par exemple, en grande culture, il est compliqué à mettre en œuvre. Donc oui, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre le système d'irrigation présent sur la parcelle et la rotation culturelle. Et en termes de ravageurs, la question, c'est peut-être les ravageurs qui sont plus, enfin les ravageurs plus présents en aspersion, par exemple, quand le feuillage est mouillé, ce qui développe certaines maladies cryptogamiques. Et ça, c'est pas le cas quand on est en irrigation localisée et en goutte à goutte en particulier. Donc, c'est sûr que le type de système utilisé peut avoir un impact sur le développement de maladies. Je sais pas si c'était ça la question. C'est comme ça que je l'ai comprise. On va parler de ravageurs, effectivement, mais pas que, peut-être à l'échelle, enfin, de manière générale du agresseur. Il y avait une question également sur le fait que mettre en œuvre un pilotage fin de l'irrigation n'était pas toujours évident par rapport aux contraintes de mise en œuvre de l'irrigation, qui nécessitaient d'être assez enfin, ça a un temps aussi de manutention. Donc, est-ce qu'il y a des solutions qui permettent de concilier à la fois ces contraintes-là et l'installation de matériel peut-être plus efficient, ou du moins de tendre vers cette efficience? Oui, donc c'est tout à fait juste qu'on a des contraintes, par exemple des contraintes de tour d'eau tout simplement, qui font qu'on ne va pas forcément pouvoir irriguer au moment où le seuil indiqué par le tensiomètre est atteint. Et donc justement, par rapport à ces contraintes, il y a des modèles qui peuvent prendre en compte ces contraintes de tour d'eau, par exemple, et qui intègrent le fait que pendant 5 jours, l'enrouleur il va tourner et il ne va pas pouvoir revenir sur la parcelle avant 5 ou 8 ou 10 jours. Et donc voilà, on peut faire ça entre autres avec des modèles. On va sortir un peu de la question pure de l'irrigation. Il y a une question sur le fait que dans les parcelles, alors dites entre guillemets matures en conservation des sols, est-ce que l'augmentation de la macroporosité n'accélérerait pas un drainage vertical, du coup, en défaveur et du coup, qui impliquerait une demande en eau plus conséquente? Alors là, ça serait intéressant que le lycée de Lavore puisse nous répondre parce qu'il mène beaucoup d'essais là-dessus. Moi, je pense que la macroporosité favorise l'infiltration, ça c'est sûr. Après, de là à ce que ça favorise le drainage profond jusqu'aux nappes, il faudrait que, voilà, enfin, je pense pas que ça soit possible vu la profondeur du système racinaire. Donc, pour moi, la macroporosité, elle favorise l'infiltration, elle favorise le remplissage du réservoir utile du sol. Mais je ne sais pas si on peut dire que vraiment elle va favoriser le lessivage vers les nappes. Je sais pas ce que Il y tu en a, penses, Sophie. ouais, dans le cadre du projet Bagage, donc c'est des études qui ont été menées. Ce qu'on constate, c'est ouais, ce que je rejoins Claire, hein, c'est une forte amélioration de l'infiltration dans les sols. Et c'est par contre une accélération d'un drainage profond, mais en cas de forte pluie. Donc, c'est des cas extrêmement précis. C'est pas trop sur les questions de quantité d'eau que ça joue, ça va plutôt être sur les questions de qualité de l'eau et de transfert de, de produits qui ponctuellement vont être plus importantes en ACS que dans d'autres systèmes. Mais sur la quantité, ça a quand même peu d'effet parce que c'est vraiment pendant les périodes de pluie, de forte pluie, qu'on voit une accélération. On va rester sur ces questions d'amélioration des sols et d'introduction de biodiversité. Alors, il y avait une question sur le fait d'introduire des haies et voir des systèmes en agroforesterie. Quel est l'impact sur le besoin en eau et potentiellement d'irrigation des cultures? En gros, est-ce que ça pompe un peu plus? C'est les haies Euh, et l'agroforesterie, c'est Oui, ça, hein? il y avait les deux.
Tu veux répondre, Sophie Bon, alors, moi, je peux répondre pour Arvalis. On commence à mettre en place des plateformes en agroforesterie pour justement étudier cette question d'eau et d'interaction avec les arbres. Moi, on n'aura pas de réponse, enfin, moi, j'aurais pas de réponse de quantification et d'effet. Je sais que ben, c'est l'UMR, de INRAE, hein, Claire, qui sont à Montpellier, qui travaillent beaucoup cette question-là également. Donc, tu auras peut-être des informations. Et pour moi, on est un peu dans les prémices de la recherche vis-à-vis de l'effet de l'agroforesterie ou des haies sur l'eau. Moi, ce que je peux rajouter, c'est juste au point de vue technologie de l'irrigation, le fait qu'il y ait des haies, c'est vrai quand même que ça limite le vent et que donc ça peut Oui. limiter les effets du vent sur l'aspersion et donc la dérive et même l'évaporation. Voilà, d'un point de vue technologie de l'irrigation, ce que je peux dire. D'accord. Et toujours sur cette notion de référence, est-ce qu'il y a de la documentation qui existe sur les consommations d'eau en fonction des stades des plantes? Et du coup, la question, c'est aussi de savoir comment, une fois qu'on est en connaissance de ces éléments-là, on peut mettre en pratique pour mieux piloter l'irrigation en fonction du stade de la culture. Consommation d'eau totale ou consommation d'eau d'irrigation? Parce que Et les deux. non, mais en fait, tout ce qui est, en fait, c'est les bilans hydriques, hein. Enfin, c'est assez simple de faire un outil de bilan hydrique. Il y a des coefficients culturaux qui sont disponibles sur Internet, hein, pour calculer en fonction des types de stades et en fonction des évapotranspirations. Et sur les consommations en eau des cultures, ben, Claire a cité le Memento, un BRL 2018, qui est référence, en tout cas pour le sud-est de la France, l'ensemble des besoins en eau d'irrigation. Et sur les consommations en eau totale des cultures, je ne dirais pas qu'il y a un ouvrage de référence. On a des ordres de grandeur. Je peux vous donner l'ordre de grandeur de consommation en eau d'un blé, consommation en eau de maïs, ce genre de choses. Mais on souhaite écrire d'ailleurs un article sur Perspective agricole pour ceux qui connaissent sur cette question-là, justement, en 2024. Je sais pas, je laisse Claire compléter peut-être. Non, non, j'aurais dit la même chose que toi. Parfait. Question pour Claire, on va en profiter. Par rapport au projet Bagage, il y a une question pour savoir pourquoi il n'y a pas eu de modification des pratiques des agriculteurs. Quels ont été les freins qui ont été rencontrés? Ben, en fait, c'est pas de la mauvaise volonté de leur part, pas du tout, mais c'est que c'est difficile de savoir comment adapter l'irrigation aux nouvelles propriétés du sol, en fait. S'il y a éventuellement une augmentation du réservoir utile du sol, bah déjà au bout de combien de temps cette augmentation a lieu et quelle est son ampleur? Et ensuite, bah, tenir compte de cette modification de rétention en eau du sol pour piloter l'irrigation, c'est pas facile. Et nous, un de nos axes de recherche, c'est justement de développer notre modèle qui existe déjà d'optimisation de l'irrigation, qui s'appelle Optirig, de le développer pour le contexte spécifique de l'agriculture de conservation des sols, pour, in fine, pouvoir produire un outil qui aide à adapter l'irrigation quand on est en contexte d'ACS. Mais c'est pas trivial du tout comme question. On va raisonner un peu plus macro. Est-ce que selon vous, on se dirige vers une part d'irrigation, enfin une part d'exploitation équipée en système d'irrigation qui sera plus importante du fait de l'évolution du changement climatique ou pas? Alors, bon, ça, il faudrait être un peu voyant pour le savoir. Je pense que si on regarde entre 2000 et 2020, 2010 et 2020, l'augmentation, hein, des surfaces irriguées françaises, qu'est-ce qui tire cette augmentation? On peut le voir, enfin, je le disais à la fin, là, sur la diversification des cultures, mais on voit qu'il y a la vigne qui augmente ses surfaces irriguées, hein. On passe de 2 à 4% en termes de représentation de la culture irriguée au sein des cultures. Il y a aussi ce qu'on appelle les légumes transformés ou les cultures à haute valeur ajoutée. Donc, je pense à la pomme de terre et aux légumes transformés. Aujourd'hui, c'est plus ces cultures-là qui entraînent une augmentation des surfaces irriguées françaises.
Et donc, toute la question va être l'accès à la ressource, hein, c'est un peu le nerf de la guerre. Parce que augmenter les surfaces, s'il n'y a pas possibilité de pomper de l'eau, ça ne va pas forcément être le cas. Donc, tout va dépendre du contexte général autour de la ressource et du contexte réglementaire autour de ça. On avait une remarque qui rejoint un peu ce questionnement, hein, justement, sur le fait que, enfin, comment est-ce qu'on peut se comporter en situation de contraintes extrêmes vis-à-vis de la ressource en eau pour satisfaire l'ensemble des besoins à l'échelle du territoire. Et du coup, est-ce qu'il y avait alors, je ne sais pas si on est en capacité là de formuler des recommandations sur les choix de culture, les ITK ou la manière dont on peut se La, la- comporter de manière collective, si on peut dire. la question, la question, elle est extrêmement large. Je pense que l'importance de cette question, c'est aussi la question du multi-acteurs, qui est très important, hein, pour le monde agricole. On a bien conscience que l'eau est un bien commun, que l'eau doit être nécessairement partagée entre toutes les parties prenantes et qu'en fait, la question de sécheresse extrême, elle va se poser, elle va continuer à se poser, et que la question, c'est aussi tout ce qui est notion d'anticipation, donc l'agriculture qui doit s'adapter, mais globalement, tous les territoires et les systèmes qui doivent s'adapter. Il n'y a pas une réponse à un territoire, c'est-à-dire, je ne vais pas dire, ah là là, il faut complètement arrêter le maïs demain dans le sud-ouest et on n'a qu'à faire que du sorgho. On sait bien que ça ne fonctionne pas, que les filières n'existent pas, que c'est pas parce qu'on aura mis du sorgho partout qu'on aura réglé le problème de l'eau, que toutes les cultures ont besoin d'eau et qu'en fait la question, elle doit se poser à l'échelle de territoire, à l'échelle de bassin versant et en partenariat avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et que c'est des réflexions qui sont longues et donc il n'y aura pas de réponse toute faite malheureusement. Si on l'avait, on l'aurait mis en place. Et puis un autre point aussi, c'est que, comme tu disais, la solution, elle est locale et que toujours, elle consiste en une combinaison de leviers et pas un seul levier activé. Et justement, on parlait, enfin, il y a une question qui vient d'apparaître là sur le fait qu'il y a des moyens d'être accompagné sur ces sujets d'optimisation de l'irrigation, alors en particulier l'irrigation, non, on peut essayer l'irrigation des sols, mais plutôt du coup au niveau des collectivités. Du coup, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des structures, je ne sais pas, des regroupements qui peuvent se faire pour raisonner cette ressource à l'échelle territoriale plutôt qu'à l'échelle infra-exploitation. Alors, je ne sais pas trop si je comprends tout à fait la question. Sachez néanmoins qu'il y a les structures de chambres d'agriculture, hein, qui sont très présentes sur les bulletins, enfin, notamment, je citais les bulletins d'irrigation, hein, donc ils font beaucoup de conseils à l'irrigation, qui accompagnent beaucoup les agriculteurs. Et c'est beaucoup les chambres d'agriculture, mais pas que. Il y a d'autres structures en France qui les développent, qui sont à la tête de ce qu'on appelle les organismes uniques de gestion collective. Donc, ces organismes qui sont positionnés dans des bassins versants dits en tension, donc dans le cadre des zones de répartition des eaux, et qui, eux, ont à cœur de gérer un volume, en fait, de la répartition d'un volume donné à l'échelle d'un territoire, à l'ensemble des exploitations agricoles. Donc, la gestion territoriale de l'eau en France est en place sur sur les zones de répartition des eaux. Et est-ce qu'il y a, d'un point de vue réglementaire, est-ce qu'il y a des évolutions qui peuvent être attendues, alors je ne sais pas à quel point vous pouvez en avoir connaissance, justement pour diversifier les ressources d'irrigation et autour des pratiques d'irrigation en soi qui sont envisagées. Je pense en particulier à la réutilisation d'eau. Ouais, alors peut-être que Claire en saura plus que moi. Parce que moi, enfin, réglementairement, je sais qu'il y a des évolutions sur la réutilisation des eaux usées traitées. De là à savoir comment ça va évoluer, je sais pas. Ouais, je ne suis pas spécialiste non plus de la réutilisation des eaux usées traitées, c'est plutôt mes collègues, mais c'est sûr que la réglementation pour l'instant est encore assez restrictive. Et typiquement, il ne faut pas que les produits consommés crus soient en contact avec l'eau d'irrigation qui est de l'eau usée traitée. Donc ça, c'est un petit peu logique. Et justement, il y a pas mal de recherches qui sont menées sur tous les aspects sanitaires et environnementaux pour savoir où sont exactement les risques et quels risques on peut prendre, quels risques on ne peut pas prendre. Donc c'est un gros sujet de recherche, ça, pour
pour nous. Question, alors un peu d'ouverture, hein, je prétends absolument pas qu'on ait la réponse à ça. Quelle compatibilité en fait entre cette exigence de réduire, du moins d'être plus efficient vis-à-vis de l'usage de l'eau et d'améliorer aussi l'autosuffisance alimentaire? Et tu le disais Sophie, hein, en particulier les cultures transformées, il y a un besoin d'irrigation et maintenant l'installation de ces cultures-là se fait beaucoup en irrigation. Comment est-ce qu'on peut rendre compatibles ces deux éléments qui sembleraient intuitivement contradictoires? Alors là, moi, ça va sortir de mon champ de compétences. Moi, les questions d'autosuffisance alimentaire, alors je ne suis pas sûre qu'on soit en grande culture sur des questions d'autosuffisance alimentaire à l'échelle France. En fait, ça dépend à quelle échelle on se pose la question. Mais là, on rentre dans les questions de marchés internationaux parce que je pense que la France est exportatrice à l'échelle Je pense des que c'est grandes surtout cultures. culture Voilà. légumière et fruitière. Voilà. Alors, et je ne sais absolument pas à quel niveau nous sommes d'autosuffisance alimentaire en termes de culture légumière, donc je m'abstiendrai. On est très insuffisant en culture légumière et fruitière, mais c'est en train de se remplacer effectivement par des cultures faites par des grandes exploitations et du coup, avec le produit transformé, du coup, effectivement, avec beaucoup d'irrigation. Est-ce qu'on a encore un peu de temps, Philippe? Dernière question. Dernière question. Allez. Toc, toc, toc. Oui, il y avait une question alors, qui est un peu plus d'ouverture. Il y avait une question typiquement là sur la vigne. Est-ce qu'on pouvait s'inspirer de cépages provenant d'autres contrées? Est-ce que justement il y a des pratiques qui en France ne sont pas assez démocratisées, qui mériteraient, enfin qui seraient pratiquées dans d'autres pays en particulier, hein, avec des conditions climatiques un peu plus sévères que les nôtres? Qui mériterait d'être travaillé en France. Donc c'est plus une question d'ouverture là, pour vous. Il y a typiquement la réutilisation des eaux usées traitées dont on parlait tout à l'heure, qui est très pratiquée dans certains pays. Je pense à Israël, par exemple, mais pas que. Et je pense que oui, on peut s'inspirer de ce qui est fait dans ces pays pour accélérer un petit peu ce qui est encore à l'état embryonnaire chez nous. Merci. Je pense qu'il y a aussi là toutes les questions agronomiques et en particulier le lien entre tout ce qui est sélection d'espèces et de variétés et la production et du coup la diminution des besoins en eau des plantes. Mais ça, il y a encore beaucoup de travail, comme vous le disiez au début. Nous, merci beaucoup. Merci à tous les participants. Vous étiez nombreux aujourd'hui. On n'a pas, du coup, pas pu répondre à toutes vos questions, mais je crois que globalement, Mathieu a pris l'essentiel des questions, enfin, j'espère. Et donc, on va terminer. Il est 14 heures et je vous rappelle que donc c'est le dernier webinaire de cette saison et on démarrera la saison prochaine, la saison 11 de nos agro-webinaires du mardi en parlant de sobriété foncière. Là aussi, une autre question d'ampleur pour les années à venir. Merci beaucoup et bonne semaine et bonne fête de fin d'année et au 16 janvier. Donc on se retrouve le 16 janvier pour la sobriété foncière. Au revoir.